Bonsoir. De la restauration d'horloges anciennes au temps légal français, la recherche de la précision du temps a toujours été la préoccupation des horlogers et de ses utilisateurs. Si le temps est partout, d'où provient ce temps? De l'Internet des objets à la Smart City, le recours aux nouvelles technologies ne saurait se contenter d'un temps hasardeux, qu'il s'agisse des transactions bancaires, de l'éclairage urbain, ou de la régulation du trafic aérien ou ferroviaire. Mais au-delà de cette recherche de la précision, sommes-nous bien synchronisés au temps? Est-ce le hasard qui nous fait louper soit le train, soit l'avion? Le thème de cette table ronde, la mesure du temps supporte-t-elle le hasard, réunit plusieurs représentants horlogers et utilisateurs. Je commencerai par François Simon-Fustier, maître d'art horloger de la Croix-Rousse, qui contribue à restaurer des horloges qui ont plusieurs siècles d'existence. Sandrine Marcot, présidente déléguée de l'Union de la bijouterie-horlogerie, organisation professionnelle qui regroupe les magasins spécialisés en montres et en bijoux. Fabrice Pouget, fondateur de la marque de montres Mat Watches, à l'identité militaire. Joseph Roy, responsable des affaires techniques chez Baudet, entreprise créée en 1868 qui, de l'horloge d'édifice au serveur, diffuse le temps légal français sous toutes ses formes. Sébastien Théot, directeur de la start-up SCP Time, qui œuvre dans le temps numérique certifié. Et enfin, Philippe Badarou, cofondateur de BH Technologies, société spécialisée dans l'éclairage urbain et président du cluster Lumière. Alors, je vais commencer par poser une première question à François Simon-Fustier, que j'ai vu intervenir dans son atelier sur une horloge antique de janvier qu'il avait quelques difficultés à régler. Antique Janvier, pour ceux qui ne le sauraient pas, est un grand horloger français de la fin du XVIIIe et début du XIXe. Pour vous, François Simon-Fustier, quel sens donner à la réparation d'une vieille horloge à l'heure du numérique? Nous, notre boulot de restaurateur consiste à faire que cet objet qui vient du passé continue de fonctionner dans le futur. Le problème du hasard chez nous, il est qu'il faut qu'on le supprime au maximum. Notre intervention, elle doit permettre de supprimer tout aléa de fonctionnement. Et pour faire ça, on est obligé de respecter des process très très clairs qui sont immuables, qui n'ont pas changé depuis le début de l'activité des horlogers. Et on doit essayer le plus possible, quand on intervient sur un mécanisme du 18e, d'essayer de se mettre dans la peau de l'horloger du 18e en utilisant les outils et méthodes qu'il avait lui à sa disposition, sans essayer de transformer l'objet pour l'amener à quelque chose qui serait différent. Mais par contre, il y a quand même des éléments qui sont importants. C'est que typiquement, si on prend un mécanisme classique d'une pendule qui date de, allez, on va dire 1785, pour se donner une idée de l'usure du mécanisme, il a donc travaillé 236 ans, 365 jours, 24 heures sur 24, 60 minutes, 60 secondes, et il bat la demi-seconde en général. Ça veut dire que sur un mécanisme comme ça, la dernière des pièces, elle a reçu 14 milliards de chocs. Donc au moment de l'obsolescence programmée, nous on doit être très humble, mais faire que, il y a déjà eu 14 milliards, on doit faire qu'il y ait encore quelques milliards de plus. C'est tout. Et alors comment on fait pour régler les horloges quand on les ramène chez les particuliers? Alors, le problème, c'est que sur une horloge, moi je fais souvent cette comparaison. Un ébéniste qui va ramener la commode Louis XVI à une cliente, il va pouvoir lui dire, vous verrez de temps en temps le deuxième tiroir coince un petit peu. La cliente, c'est pas dramatique pour elle, elle va pas passer sa vie à ouvrir le deuxième tiroir. Nous, on pose la pendule Louis XVI sur la commode Louis XVI, mais on va surtout pas pouvoir lui dire, vous verrez de temps en temps elle prend du retard, ou de temps en temps elle va pas sonner. On a dans l'esprit des gens, nous horlogers, une obligation de perfection. Et aucune marge d'erreur ne nous est permise. Et ça, c'est lié à la conception que les gens ont du temps. Donc après, il faut qu'on trouve les moyens pour faire que la transmission de notre métier soit possible dans les meilleures conditions. Donc aujourd'hui, on est en train de travailler sur la création de jumeaux numériques de mécanismes anciens, pour qu'avec ces jumeaux numériques, on puisse faire des outils d'apprentissage qui soient adaptés à ce que les jeunes en formation veulent recevoir, et créer des archives. Donc ça, c'est un programme qu'on est en train de mener avec l'Université Grenoble-Alpes, qui va s'appeler Chronospédia,
et qui va devenir à terme une plateforme de l'histoire de l'horlogerie et des mécanismes. Du passé, vous êtes capable de mettre en place des technologies modernes pour restaurer vos horloges. Exactement ça. En fait, l'idée, c'est de se dire, aujourd'hui, on avait fait une preuve de concept au départ en prenant l'horloge qui est dans l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert. Cette horloge qui n'avait jamais été réalisée, elle était représentée par 5 planches. Nous, on a transformé ces 5 planches, on a recréé chacune des pièces, on les a mises dans une bibliothèque. Après, on est venu piocher dans cette bibliothèque pour créer ce qu'on appelle, nous, un jumeau numérique du mécanisme. Et après, ce jumeau numérique, on peut le faire fonctionner. On peut faire des vues éclatées, on peut faire des saisies sur une partie simplement. Et au fil des années, en faisant nos essais, on s'est rendu compte que ça ne servait à rien pour nous, dans nos applications, d'avoir un rendu réaliste ou quoi que ce soit. Ça faisait que créer des fichiers lourds qui étaient difficilement manipulables. On est vraiment dans une représentation technique. Et l'idée, c'est de faire dans nos animations ce qui ne serait pas possible avec une caméra. Donc on va rentrer dans le mécanisme, on va supprimer telle ou telle pièce qui nous coupe de la visibilité, et puis essayer de créer des animations qui ont un vrai sens. Au lieu d'expliquer, alors tu vois, tu prends la première roue, tu la positionnes comme ça, etc., que ça devienne un tutoriel. Et on aura réussi quand on n'aura plus que des images et qu'on n'aura plus besoin du son. Ça voudrait dire que par l'image, on a transmis. Mais le son, on en a quand même besoin pour une horloge. Hein. Ça se règle au bruit. Il faut que le tic-tac soit régulier. Sandrine Marco, avec la crise sanitaire, les magasins de montres ont été fermés à 3 reprises, car ils ont été considérés comme non essentiels. Est-ce un hasard ou est-ce le symbole d'une perte de sens par rapport au temps dans les magasins d'horlogerie et accessoirement de bijouterie, puisque vous vendez aussi des bijoux dans les magasins? La fermeture, malheureusement, n'est pas due au hasard. Le fait que l'on ait été des variables d'ajustement pendant cette pandémie, malheureusement, n'a rien à voir avec le hasard. Hein. C'était des décisions politiques. En revanche, ce qu'on a pu remarquer, et ça c'était vraiment très impactant, c'est le changement de rapport au temps dans le commerce, en fait. Et on l'a vu davantage avec le couvre-feu. On a eu d'abord un couvre-feu à 18h, après 19h, et donc là, à chaque fois, eh bien, les commerçants, les professionnels ont dû se réadapter leur organisation, réadapter également leur façon d'entretenir leur relation avec leurs clients, parce qu'en fait, tout le monde était bouleversé. Et on le voyait dans la rue à une demi-heure avant le couvre-feu, c'était la panique totale, c'est-à-dire que les gens étaient totalement perturbés par rapport à ces changements en lien avec le temps. Donc là, on l'a vu de manière assez importante. Ce qu'on a vu aussi, et ce qui est assez fabuleux, c'est que les gens ont une capacité d'adaptation, y compris quand le temps tel qu'on leur est imposé et finalement qui devient véritablement là une convention en fait. Hein. On conventionne qu'à 18h on rentre chez soi, à 19h, etc. Ben, on voit à quel point les gens se sont quand même bien adaptés. Bon, on a malheur, hein, je pense que ça n'a fait plaisir à personne, mais voilà, on est des animaux sociaux. Et je pense qu'on a su, nous, en tant que clients et professionnels à la fois, totalement s'adapter à cela. Après, je dirais que le hasard dans cette situation, sinon peut-être sur la pandémie elle-même, et encore, hein, je pense que c'est un grand débat, non, je pense qu'on n'a pas, on ne peut pas parler véritablement de hasard par rapport à ce qui nous est arrivé. Mais du coup, avec cette fermeture des magasins, les particuliers, les acheteurs se sont hasardés à aller sur Internet, chose qu'ils ne faisaient peut-être pas forcément avant. Oui, alors hasardé, effectivement, on est aussi dans un changement de paradigme, je pense qu'au niveau du commerce, et ça fait quand même quelques années qu'on le voit arriver, où les modes de consommation changent. Alors les gens se hasardent ou au contraire se sont aussi rabattus ou se sont dit, dans tous les cas, il faut quand même qu'on continue à consommer d'une manière ou d'une autre. Donc il y a un outil, effectivement, depuis quelques années qui émerge, qui est Internet, et avec lequel on commerce aussi de plus en plus. Donc je pense qu'effectivement aussi une catégorie de la population s'est en effet hasardée sur Internet et puis du coup a trouvé que c'était peut-être quelque chose d'assez intéressant. Donc peut-être qu'on ne s'y hasarde plus et que l'on va maintenant de manière totalement délibérée et réfléchie acheter. On peut s'en réjouir. Vendre des montres, c'est vendre du temps, vendre de la mesure du temps, vendre de l'émotion, vendre... Pour vos détaillants, c'est... Oui.
Alors, on voit le rapport au garde-temps, alors, sans parler de gens même totalement passionnés ou investis dans le produit, on voit que la montre a une vraie valeur et un lien au temps qui est quelque chose d'assez fondamental. Même sur des objets moins chers ou d'entrée de gamme, il y a quand même souvent la question alors de la précision ou d'étanchéité. Voilà, les clients ont quand même un vrai rapport. On le sent que le client, l'humain en tout cas, a un vrai rapport au temps. Et la montre, par définition, est l'objet symbolique. Et ça, on voit bien que les gens y sont toujours attachés. Fabrice Pouget, MAT signifie mer air terre. Vous êtes spécialisé en effet dans les montres militaires, notamment pour la plongée. À un moment, vous m'avez dit, ouais, finalement, les gens achètent ces montres pour le fun, parce que bon, ils ont des instruments pour contrôler la plongée. Ce que j'ai remarqué, c'est que l'année dernière, vous avez fait un buzz extraordinaire avec la montre Eggmaster. C'était un pied de nez un peu humoristique par rapport aux donneurs de temps. En fait, le temps de cuisson, ça ne relève pas du hasard, puis selon que vous aimez votre œuf dur ou mollet, effectivement, il faut adapter le temps de cuisson. Est-ce que la précision, pour rejoindre ce que disait Sandrine, la précision du temps est un élément décisif dans l'achat de vos montres et pour vous la préoccupation majeure des montres que vous pouvez offrir aux consommateurs? Tout d'abord, avant de parler de gastronomie et d'œufs mayonnaise et de la Eggmaster, je vais parler de l'horlogerie qui, à mon sens, ne supporte pas le hasard pour plusieurs raisons. Tout d'abord, au niveau du développement, du design et de la fabrication, en fait, on essaye de prévoir toutes les possibilités avant de démarrer le projet afin d'éviter toute situation hasardeuse, j'ai envie de dire. Par exemple, pour une fonction spécifique pour des professionnels, on va travailler un design particulier et mettre en avant un chiffrage particulier. Donc pour des pilotes, ça va être la lisibilité de l'heure, de la seconde, des minutes. Je pense à une aiguille UTC pour des pilotes parce qu'ils ont besoin de 2 fuseaux horaires. Donc on va en fait isoler la problématique dès le départ et dès le design, on va éviter toute situation hasardeuse. Après, je mettrais en fait une recherche extrême de la précision dans l'horlogerie qui, encore une fois, essaye, comme les professionnels que nous livrons, vont laisser le hasard de côté ou en tous les cas se prémunir de toutes les garanties possibles avant de réaliser une mission. Alors j'aimerais distinguer 2 temps, j'aimerais parler des temps courts et des temps longs. Effectivement, vous l'avez mentionné, la montre a été remplacée par beaucoup de fonctions électroniques, digitales. Je pense notamment aux interventions d'un SWAT comme le RAID par exemple. Si on regarde les films de l'époque, c'est réglons nos montres avant de démarrer une mission. C'est un petit peu obsolète aujourd'hui, ils sont avec des radios et le go est donné de manière orale et coordonnée entre tous par cette techno des télécoms. Si on parle des avions de chasse, ils ont absolument, les pilotes de chasse ont maintenant tous les instruments à bord pour être le plus précis et éviter toute situation hasardeuse. Des temps un peu moins courts en plongée, par exemple, on va utiliser des profondimètres, des véritables ordinateurs de bord. Donc on voit bien que le matériel et la techno a quand même, ont évolué et ont remplacé petit à petit certaines fonctions de base de la montre qui étaient absolument nécessaires à une époque, je pense aux années 50, 60, jusque dans les années 70, et on a commencé la bascule à partir des années 80. J'aimerais parler de la montre-outil. Puisqu'on parle d'instruments électroniques, en fait, on peut parler aussi de la fiabilité. Un instrument peut tomber en panne. Donc là, je pense par exemple à la plongée. Par exemple, on a réalisé une belle collaboration avec Jacques Bianchi pour relancer la JB200. Et en fait, bien que vous ayez un ordinateur de bord, vous êtes constant d'avoir une montre qui est légitime dans son univers et qui va malgré tout vous accompagner lors de vos plongées. Si votre ordinateur de bord tombe en panne, avec votre lunette à cliquer en tire-tour, vous aurez votre temps de plongée et vous savez le temps d'oxygène qui vous reste. Donc la montre en tant qu'outil, elle est encore utile dans des circonstances spéciales. De la même manière, dans un avion, je ne sais pas si vous le savez, les avions de chasse étaient équipés de chronos de bord mécaniques. Parce qu'on considère que si le matériel électronique tombe en panne, eh ben on peut tirer un bord avec un chronographe de bord. Et la fonction mécanique, on parlait d'attaque nucléaire à l'époque, peuvent dérégler les outils électroniques de l'avion
Et un bon chronographe mécanique, en fait, vous permet de réaliser votre mission, quoi. Je pense à des fonctions aussi plus simples. Un pilote de ligne va remplir son carnet de bord et son carnet de vol. Il a besoin d'une fonction simple et il va, là pour le coup, en substitution de toute cette électronique, il a besoin d'un quantième pour remplir sa fonction. Et il l'utilise régulièrement. Enfin, je sais au quotidien, en retour d'expérience de nos amis pilotes. Après, quand on parle de temps long, on ne laisse pas la place au hasard non plus, on prépare une mission, mais par exemple quand on parle d'une ascension de montagne, on ne va pas du tout avoir le même besoin de fonctionnalité électronique. Qu'on monte un 7000 mètres en 2 jours ou en 3 jours, l'essentiel c'est de pouvoir gérer ses vivres, son énergie, et la montre est encore un des meilleurs outils. D'autant qu'une bonne mécanique ne souffrira pas de l'altitude ou d'une température extrême. Pour qu'une montre soit utile et précise et qu'elle évite tout hasard, en fait, il faut qu'elle soit absolument robuste. C'est-à-dire que ça va devenir votre meilleur compagnon dans toutes les circonstances. Elle doit lutter contre les différents éléments de la mission. Elle doit donner l'heure dans toutes circonstances. Elle peut servir de boussole au pôle Nord avec une aiguille 24 heures. La boussole ne sera d'aucune utilité dans ces conditions. Donc on voit qu'en fait, la montre est un outil supplémentaire qui reste dans sa fonction première, un outil fiable qui va éviter toute situation hasardeuse. Après, j'aimerais parler du rôle de la montre en tant que marqueur de temps, parce qu'en fait, au-delà de l'outil pour mesurer le temps, c'est aussi un marqueur de temps, et c'est également une montre communautaire, identitaire par rapport à un groupe. Alors je pense ça peut être une unité spéciale, mais c'est aussi une équipe. À telle époque, vous avez fait des missions ensemble et la montre va vous accompagner. Ce qui compte pour ces personnels des unités spéciales, c'est d'avoir un bon outil fiable qu'ils vont pouvoir emmener au quotidien et qui va leur rappeler les missions du passé. Donc là, on est plus dans la montre en tant que marqueur de temps et objet identitaire. Enfin, pour finir, je voulais faire une distinction entre, on parlait de précision, entre l'industrie, le quartz, et l'artisanat, l'art et la montre mécanique. La précision du quartz, en fait, on arrive à des choses très précises, peu coûteuses. En revanche, on a moins d'âme que pour une montre automatique qui, finalement, a une autre fonction que la précision en elle-même. On est en train de réinventer l'horlogerie, on est sur des montres outils qu'on peut emmener dans ces circonstances, qui sont des marqueurs de temps et qui sont identitaires par rapport à une communauté. Et je pense que l'industrie du quartz, pour le coup, peut se réinventer sur des fonctions particulières. Et là, j'aimerais parler de la précision dont on a besoin dans la gastronomie avec la Eggmaster, qui est un projet un peu fou qui est né du premier confinement. Et en fait, j'ai découvert l'association de sauvegarde de l'œuf mayonnaise qui organise le championnat du monde de l'œuf mayonnaise chaque année. Et en fait, ils sont des centaines de passionnés. Il y a des patrons de restaurants, des grands chefs, des journalistes gastronomiques et des épicuriens. Et en fait, la demande de précision dans la gastronomie ne laisse place à aucun hasard, quoi. Donc on a décidé qu'en fait, c'était exactement 8 minutes 40 pour cuire un œuf. Et donc, ce qui est extraordinaire, c'est que finalement, la fonction qui reste à la montre, puisqu'on a vu qu'il y a plein d'outils électroniques qui nous permettent de remplacer cette fonction de la montre avec une précision extrême, l'électronique, la connexion, etc. C'est finalement la montre au quotidien quand on est précis en termes de cuisine. Et là, je voudrais faire le rapport entre la gastronomie française et l'horlogerie française. On a énormément de points communs. On ne laisse pas le hasard non plus à la gastronomie, c'est extrêmement organisé et précis. Et voilà, on s'est beaucoup amusé à redessiner une fonction régate qui est un compte à rebours 10 minutes pour très précisément préparer la cuisson de l'œuf. Il y a une chose quand même dont vous n'avez pas parlé et que j'attends toujours, c'est la montre marée, parce que quand le hasard de louper une marée, c'est quand même un problème, ça. Alors la montre marée, c'est un vieux projet. Je dirais on est dans la fonction un peu romantique de la montre. C'est une fonction qui est la marée haute vient 48 heures après la phase de lune. Je pense par exemple à des fonctions horlogères comme le temps suspendu, c'est-à-dire que vous pouvez à un moment donné avoir une montre qui va se remettre à midi parce qu'on veut prendre notre temps et on ne veut pas être dépendant de sa montre. Il y a quelque chose
ouais, quasiment romantique dans cette action. La montre-marée, pour moi, c'est se rapprocher des éléments, c'est parler des phases de la Lune, des mouvements de la mer. Et voilà, c'est des choses qu'on a envie de creuser sur des montres mécaniques parce que c'est une fonction utile et en même temps, on la trouve nulle part et on se rapproche de la nature et des éléments, quoi. On va donner la parole à Joseph Roy pour un sujet hautement d'importance stratégique. Votre entreprise Baudet s'est spécialisée dans une offre synchronisée sur le temps légal français. Quelle est l'importance de la maîtrise de la souveraineté nationale du temps pour des opérateurs publics ou privés ? Avant de parler de ce sujet, j'aimerais revenir, pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, sur ce qu'est l'heure légale française. Aujourd'hui, il y a 2 moyens de diffuser cette heure légale. L'horloge parlante qui est située à l'Observatoire de Paris, mais qui ne peut pas être utilisée comme moyen industriel pour synchroniser plein de produits. Et le second moyen, c'est la diffusion par ondes radio depuis un émetteur qui appartient à TDF, qui est basé à Louis, qui est supervisé par l'ANFR. Et depuis ce site-là, en fait, on envoie un message numérique encodé sur l'ensemble de la France métropolitaine. Donc ce message-là, en fait, est décodé par des récepteurs qui permettent d'avoir en fait une heure fiable, précise, qui est donc contrôlée par le laboratoire temps-fréquence de Besançon et qui est garantie ou supervisée par le laboratoire LNE-CIRT, système de référence de temps, de l'Observatoire de Paris. Ce signal se nomme ALS 162 et est décrit dans une norme qui est la norme NFC 90002. Et donc ça décrit l'information transmise toutes les secondes sur l'ensemble du territoire. Donc l'information comprend évidemment l'heure, minute, seconde, les jours, l'année, et également les jours fériés quand il y en a, les ajouts de secondes ou retraits de secondes quand il y en a. Donc tout ça en fait, pour compenser en fait l'avance des horloges atomiques par rapport à la rotation de la Terre qui elle est astronomique. Donc il y a des ajouts ou retraits de secondes qui sont décidés donc, par le service de rotation de la Terre qui est basé à l'Observatoire de Paris. Et donc on programme et ces informations-là sont envoyées et ça permet à tout le monde d'être à la même heure. C'est un système qui est ouvert à tout le monde, donc tout le monde peut utiliser le signal, c'est libre, il n'y a pas d'abonnement. Voilà. Le système est totalement indépendant, c'est relié à rien du tout, donc on a des horloges au césium qui appartiennent à l'Observatoire de Paris, qui permettent d'émettre l'heure. On ne peut pas, donc, par ce système-là, avoir d'attaque possible. Donc, quand on parle de notion de cybersécurité ou choses comme ça, on ne peut pas être attaqué sur le site d'Alouis. Voilà. Pour revenir à votre question initiale, donc, effectivement, l'importance de l'heure légale française et donc de la souveraineté nationale dans de multiples applications, que ce soit pour les opérateurs d'importance vitale ou les opérateurs de services essentiels. Ça leur permet donc d'avoir une heure légale française et donc de garantir leur indépendance par rapport à d'autres systèmes qui peuvent exister, qui font que ces systèmes-là ne sont pas forcément maîtrisés par la France et ça peut éventuellement donner des heures fausses ou des brouillages ou des choses comme ça. Donc qui pourraient être catastrophiques pour ce genre d'utilisation, que ce soit dans le domaine public ou privé. Donc nous, on utilise le signal principalement pour synchroniser, donc au sein de la société Baudet, donc on gère beaucoup de clochers en France, donc on synchronise quasiment tous les clochers avec ce signal-là. On a aussi beaucoup d'horloges mères, de serveurs de temps qui sont synchronisés sur ce signal-là. On peut associer une seconde source pour garantir le temps et vérifier qu'effectivement il n'y a pas de dérive ou de choses comme ça dans les produits. Donc ce sont des choses vraiment très importantes. Le signal est utilisé par exemple aussi pour tout ce qui est synchronisation des radars, donc les radars routiers, radars tronçons, où ils ont besoin d'avoir un temps légal
français. Et donc pour en revenir au hasard, effectivement, les temps gérés par nos produits ne supportent pas non plus le hasard, puisqu'il faut que tout le monde soit synchronisé partout en France avec la même heure et la même précision horaire. Sébastien Théo, SCP Time, ça signifie temps sécurisé, certifié, précis et traçable. On parle beaucoup de cybersécurité. Alors la cybersécurité du temps numérique et de l'Internet des objets est-elle un véritable enjeu et un véritable défi pour les années à venir? Et comment comptez-vous le régler? Oui, c'est un challenge extraordinaire. Pourquoi? Je vais poser un petit peu, dresser le tableau de notre société. Aujourd'hui, on estime que dans le monde, il y a à peu près 25 milliards d'objets connectés. À échéance 2025, donc vous voyez, c'est demain, il y aura 75 milliards d'objets connectés dans le monde. Donc on va multiplier ce chiffre par 3. À côté de ça, notre société, elle vit dans l'Internet, tout est exponentiel. Vous avez par exemple, en termes d'utilisation de données, on parle maintenant de zétaoctets, donc ce sont des milliards d'octets. On consomme de la donnée de façon exponentielle. On va multiplier cette donnée-là, cette quantité, par 15 dans les 5 prochaines années. Donc tout ça fait que le temps a une position centrale et on voit apparaître notamment des notions de cybersécurité, bien entendu, mais des failles, et comme vous le savez, le hasard, il y a beaucoup de probabilités dans le hasard. Plus vous multipliez les entrées, plus vous multipliez aussi les failles et la probabilité que le temps soit corrompu. Alors dans ce contexte-là, effectivement, la sécurisation, la certification, la précision et surtout la traçabilité du temps, ça devient absolument incontournable. Il existe aujourd'hui des sources de temps dont M. Roy a parlé, qui sont fiables, effectivement, qui diffusent un signal qui est précis. On a souvent parlé de précision pour éviter le hasard, mais aujourd'hui, il n'y a pas que la précision. Effectivement, il y a cette notion de juridique, de justification, que la donnée que l'utilisateur a n'est pas corrompue. Et ça, pour pouvoir l'amener, il faut la traçabilité, et il faut la traçabilité dans le domaine où l'on vit aujourd'hui, c'est-à-dire dans le domaine numérique, par le biais des réseaux ou par le biais des infrastructures. Donc là, on va être sur des systèmes qui sont complexes, qui vont amener plein de solutions, plein de technologies, quelquefois plusieurs sources, encore une fois pour réduire le hasard, je dirais, pour réduire cette incertitude dans l'acquisition du signal de temps. D'où effectivement le projet collaboratif SCP Time qui a pour vocation de sécuriser, certifier, donner une donnée précise en termes de temps et surtout la traçabilité, donc cette capacité juridique à justifier que l'utilisateur a bien le temps. Alors voilà, comme on l'a dit aussi, le temps, malheureusement, on n'en parle pas assez. Peu de personnes savent à quel point le temps aujourd'hui est absolument incontournable dans nos sociétés. C'est important d'en parler. On parle bien sûr des OSE, des OIV, donc des opérateurs de services essentiels et des opérateurs d'intérêt vital pour la nation. Donc ça, c'est l'eau, l'électricité, tout ça. On comprend aisément qu'on ne peut pas vivre sans ces services-là. Mais au quotidien, un simple guichet, par exemple, vous allez retirer de l'argent, il est synchronisé. Et si, évidemment, une transaction que vous effectuez n'est pas correctement horodatée, vous imaginez tous les soucis qu'il peut y avoir derrière tout ça. Donc il faut pouvoir non seulement apporter la fiabilité, la précision, mais également la traçabilité. Et ce sont les challenges de demain pour limiter encore une fois la part du hasard dans nos sociétés. On va terminer ce premier tour de table avec Philippe Badarou, qui est un utilisateur du temps et qui est un opérateur dans le secteur de la lumière. Quel rapport entre temps et lumière au niveau de vos développements? Je ne suis pas horloger, mais je vends des horloges et je fabrique des horloges astronomiques, à un prix astronomique aussi. On essaye. Pour la lumière, que comme pour le temps, chacun la ressent, mais peu la comprennent.
On ressent le temps, on ressent la lumière, l'ambiance que l'on a dans cette salle, on la ressent, peu savent l'analyser et peu savent dire quel impact elle a sur notre vie, et pourtant elle en a. Mais on a exactement le même sujet avec le temps, on en a parlé tout au long de ces conférences. Et donc on a cette dualité, mais on a aussi, quand on commence à réfléchir à l'aspect technique de la lumière, c'est que la lumière, elle a une temporalité. Elle a une temporalité jour-nuit, et elle a une temporalité, si on s'intéresse à l'éclairage public, il faut allumer les réverbères. Il faut allumer les réverbères, pas trop tôt. Si on les allume trop tôt, on dépense de l'énergie. Si on les allume trop tard, on a un problème de sécurité. Donc la règle du jeu, et ce à quoi nous sommes attachés, ça a été de développer des algorithmes astronomiques qui permettent de suivre les saisons et qui vont viser suffisamment précis pour viser un allumage le plus tard possible et une extinction le plus tôt possible, compatible avec l'œil humain, avec la sensibilité humaine. Donc ça veut dire qu'on va allumer l'éclairage public entre chien et loup. Donc ça, c'est l'algorithme, c'est un algorithme mathématique, c'est basé sur les équations de Kepler, le suivi des mouvements des planètes, etc. On calcule la position du Soleil en fonction du lieu, exactement comme le marin qui fait le point sur l'horizon, sauf qu'on fait le calcul à l'envers. Le marin, il a l'heure, il mesure la hauteur du Soleil, il en déduit sa position. Nous, on a la position géographique, on a l'heure, grâce à un émetteur précis, et on va en déduire la hauteur du Soleil, et donc savoir quand il faut allumer les réverbères. Mais qu'on va allumer le plus tard possible. Mais si on allume le plus tard possible, la notion de synchronisme entre les postes d'allumage de la ville devient critique. Parce que sinon, on va se retrouver avec des contrastes. Et on ne peut pas imaginer laisser la place au hasard. Donc ça veut dire que nos horloges ultra précises, avec un calcul astronomique ultra précis, qui vont allumer le plus tard possible, elles ont besoin d'être rigoureusement synchrones pour allumer la totalité de la ville, la totalité des postes de la ville en même temps. Pour prendre le contre-pied de cela, pour raisonner par l'absurde, je dirais qu'on n'aurait pas besoin de synchronisme des horloges si on allumait tout l'éclairage public à 15h tous les jours. On n'aurait pas besoin parce que de toute façon, on allume alors qu'il fait encore jour. Nous, ce qu'on va chercher à faire, c'est à allumer alors que le soleil est déjà couché. Et quand on regarde le soleil se coucher, au bout de combien de temps fait-il nuit? Si vous allez à Brest, vous regardez le soleil se coucher derrière l'horizon, ce qu'on appelle l'éphéméride. L'éphéméride, c'est quand le centre du soleil passe derrière l'horizon. Combien de temps fait-il nuit après? La réponse, c'est ça dépend. Ça dépend de la latitude, ça dépend de la saison, parce que le soleil ne va pas se coucher avec le même angle entre l'été et l'hiver. Et donc, on va avoir une lumière crépusculaire. Si on veut en tirer parti, il faut avoir des algorithmes précis et synchronisés. Donc, on s'est intéressé à la radiosynchronisation, parce qu'une base de temps, même si elle a un quartz dans une armoire d'éclairage public, même si on utilise un bon quartz, elle n'a pas l'avantage que peut avoir une montre, c'est que la montre, par le poignet, elle est thermostatée. Dans une armoire d'éclairage public, il y a des variations de température qui peuvent être extrêmement élevées. Et que donc, on a des dérives qui sont incontrôlables. Donc, d'où l'intérêt de s'intéresser à un émetteur de radiosynchronisation. Et on a travaillé depuis 25 ans maintenant, ou 30 ans, que l'on travaille avec des solutions radiosynchronisées. Et en fait, ce qu'on en voit, c'est que la radiosynchronisation, donc la précision de l'horloge, nous permet de faire des économies d'énergie. Donc là, vous voyez, la liaison est intéressante. Et en fait, c'est la même chose pour énormément de processus industriels. C'est que plus on veut réduire l'aléa, plus on a besoin de précision et plus on a besoin de synchronisme. Donc il y a la notion de précision, mais ce n'est pas la notion de précision absolue. Nous, la précision de la minute, ça suffit dans notre métier. Mais par contre, c'est la notion de synchronisme et d'absence de remise à l'heure, d'absence de dérive. C'est-à-dire que l'horloge est toujours à l'heure sur une durée de 10 ans. Et on a des horloges qui tournent depuis 10 ans sans aucune intervention. Il n'y a pas besoin de les remettre à l'heure, sachant qu'il y a 50 000 armoires d'éclairage public en France, et si on devait imaginer, et on ne sait même pas certaines, on ne sait même pas où elles sont. Donc si on devait aller intervenir sur chaque horloge, chaque armoire pour les mettre à l'heure, et en fait ça fait faire des économies
d'énergie qu'on estime entre 5 et 10% sur la durée totale d'allumage. C'est loin d'être négligeable. Ça veut dire, Monsieur Badarou, que si on revient à une heure unique dans quelques années, on va avoir un gros problème de synchronisation de vos horloges et de l'éclairage urbain. Alors, on a développé depuis des années des quantités et des millions d'automates qui ont intégré dans leur logiciel les changements d'heure été-hiver. Que la majorité de ces automates ne sont pas synchronisés sur un émetteur comme celui d'Aloïs. Donc, ce qui veut dire qu'ils ont en dur dans leur logiciel le changement d'heure du dernier dimanche de mars et du dernier dimanche d'octobre. Et ce qui veut dire que si on imagine changer ce régime, ça veut dire qu'il y a des millions d'automates qu'il faut décocher. Il faut aller sur tous les automates. Vous prenez l'exemple chez vous, le jour du changement d'heure, vous avez combien d'horloges à changer, à remettre à l'heure? Alors vous le faites de façon, j'allais dire, spontanée, de façon intuitive. N'empêche que chez certaines personnes âgées, la remise à l'heure, elle ne se fait pas. C'est facile d'imaginer, de dire, il n'y a qu'à Faucon, on va supprimer le changement d'heure. Le problème, c'est que le jour où on décide de faire ça, on a 6 mois pour tout mettre à l'heure. Alors soit les automates ne sont pas critiques, et à ce moment-là, on laisse les choses passer, mais sur des processus relativement critiques, comme l'éclairage public par exemple, il va falloir passer sur tous les automates pour les remettre à l'heure. Vous voyez ? Sur les horloges qui ne sont pas radiosynchronisées. D'où l'avantage de la synchronisation, puisqu'on diffuse un temps légal français, et donc on va diffuser l'absence, le changement d'heure ou pas. Donc c'est relativement facile depuis un poste centralisé. Du coup, Philippe Badarou, vous introduisez un sujet qui a occupé France Horlogerie cet après-midi, c'est la création d'une fondation du temps qui permettrait de faire réfléchir davantage les acteurs économiques et politiques sur quel temps avons-nous, quelle utilisation, quel développement. Et de votre point de vue, une fondation du temps a un sens et une utilité pour nos sociétés actuelles? Faire un parallèle avec le bug de l'an 2000. Certains d'entre vous l'ont vécu. Et ce bug de l'an 2000 qui était inévitable, puisque de toute façon, l'an 2000 allait arriver. Là, avec ce changement de paradigme, où on va supprimer l'heure d'été ou l'heure d'hiver, on va se retrouver avec un bug ou un problème que l'on va créer, et qui sera un bug de l'an 2000 à la puissance 10. Je vous laisse imaginer le coût que ça peut avoir derrière. D'où la position de la Commission européenne, qui a commencé à ouvrir la boîte de Pandore, s'est rendu compte que ce n'était pas si simple que ça, et notamment, il y a eu un levé de bouclier à cause du synchronisme entre tous les pays, puisque chaque pays aurait le droit de choisir son heure, mais ça va poser d'énormes problèmes au niveau du synchronisme de ces pays. Donc, cette pirouette me permet d'introduire le fait que finalement, on a besoin de conseiller nos politiques sur le temps. Et que la Fondation du Temps peut avoir cette mission-là d'expliquer les conséquences des choix politiques. Maintenant, il ne nous appartient pas de dire qu'il faut rester à l'heure d'été ou rester à l'heure d'hiver, mais de pouvoir expliquer cela à ceux qui vont prendre les décisions, pouvoir sortir une note de synthèse qui permet de faire un peu le bilan. Ça permettra aussi de se rendre compte que finalement, certains opérateurs vont perdre le synchronisme pendant une période relativement longue. Donc il y a une notion d'éclairer les politiques. Je parlais de lumière tout à l'heure, mais d'éclairer un peu la réflexion politique. Mais au-delà de ça, et quelque part, on avait avec Patrice Bénard anticipé ça fait un moment qu'on réfléchit à cette fondation du temps. Le Covid, l'expérience Covid nous a montré que le temps, on avait un temps confiné. Est-ce que le temps confiné, est-ce que c'était pas un temps retrouvé? Et là encore, on s'aperçoit que le temps a un impact sociétal qui est majeur, et que vous savez très bien qu'on court tous après le temps. On n'a pas le temps, on n'a jamais le temps. J'ai pas le temps de te voir, j'ai pas le temps. Je voulais venir te voir, j'ai pas pu le faire. Mais en fait, est-ce qu'on arrive à comprendre notre temps, à comprendre la prégnance du temps dans
dans notre vie quotidienne et à pouvoir parfois s'en affranchir. Je voudrais passer la parole à Sébastien Théot, puisque la question de la Fondation du Temps, c'est aussi l'éducation et la formation aux nouvelles contraintes du temps. Et c'est vrai que vous êtes en train, au niveau des SCPTime, de mettre sur pied une école à la Mure pour initier les industriels à cette problématique de temps. Évidemment, l'éducation, c'est fondamental. Je rejoins totalement ce qu'a dit M. Badarou dans le rôle de la Fondation de vraiment mettre en avant le temps. Parce que le temps s'écoule comme l'eau au robinet. Je ne sais plus qui disait, je crois que c'est M. Buty qui disait ça tout à l'heure. Effectivement, c'est une notion, oui, on l'a, il est là autour de nous, mais finalement, l'eau, c'est très important, c'est vital. Si l'eau est empoisonnée, on meurt. Si le temps, on en perd la maîtrise, notre société aujourd'hui, c'est la même chose. Elle ne peut pas fonctionner. Donc, il y a cet aspect de mission fondamentale pour la Fondation. Et effectivement, il faut préparer l'avenir et autour des nouvelles technologies et du temps précis, sécuriser ce temps traçable que l'on essaie donc avec tous les partenaires de la filière de développer et qui a des perspectives internationales. On a eu l'idée de monter cette école en moyenne montagne, une école qui reprend une idée originale de l'école scientifique de M. Salomon aux Ouches, et un petit peu dans cet esprit-là, avec cette originalité-là, pour essayer donc de former aussi bien des techniciens supérieurs, aussi bien, je dirais, à tout niveau, sensibiliser les gens sur le temps et les nouvelles technologies. Voilà, donc c'est fondamental. On doit penser au présent, mais on doit aussi penser à l'avenir. Et modestement, c'est ce que nous essayons de faire avec nos partenaires, notamment l'Université Grenoble-Alpes, l'entreprise Gorgie Timing et d'autres partenaires, bien sûr, académiques. François Simon Fustier, quand on parle de fondation, ça fait penser à patrimoine. Et est-ce que une fondation du temps aurait du sens pour le patrimoine horloger? Le but d'une fondation, pour moi, c'est d'aider à la sauvegarde de quelque chose qui est menacé. L'intérêt que pourrait avoir une fondation du temps dans la sauvegarde du savoir horloger, c'est d'aider à la construction, d'une part en apportant du financement, bien évidemment, mais surtout en apportant de la mise en réseau, telle que typiquement des réunions comme celle d'aujourd'hui. Tout à l'heure, j'ai pu discuter avec quelqu'un du Conservatoire national des arts et métiers, lui montrer les modélisations 3D qu'on est en train de faire, et il y a une collaboration qui va naître. Donc la Fondation, elle a aussi ce rôle de dire quelque part, oui, ce projet est légitime, il est intéressant, on aide à le porter. Ça m'amène à poser aussi la question à Fabrice Pouget, dans la mesure où il a besoin d'horloger. Hein. C'est vrai que on a quand même une problématique de formation en termes d'horlogerie, et puis des mouvements mécaniques, ça se répare, contrairement à d'autres produits. Ça a un sens d'aider les écoles, d'encourager des concours d'écoles pour qu'ils puissent développer effectivement des projets. On a dans la salle des textiles, où il y a l'exposition d'horlogerie française, quelques exemples de l'école de Marseille. Pour vous, l'entretien et le développement des créateurs parmi nos jeunes, c'est quelque chose de fondamental? Il y a effectivement un lien entre l'entreprise et l'école, et le métier de l'horlogerie, on peut distinguer beaucoup de métiers dans l'horlogerie, et en fin de compte, on se rend compte que la formation n'est pas forcément en adéquation avec les besoins des entreprises. On forme des horlogers à l'ancienne, ils ne savent pas faire un emboîtage qui est quelque chose, une opération vraiment, je dirais, complètement, relativement simple et dont on a besoin. Après, c'est d'essayer de trouver les points de collaboration qu'on peut avoir avec les écoles. Donc, ça peut être prêter du matériel, suivre les élèves, etc. On a des difficultés à faire un lien entre l'entreprise et l'école, d'autant plus qu'on n'est pas nécessairement des énormes structures. Et donc, en fait, on donne du temps de travail, de notre temps de travail aux jeunes pour les former, en sachant qu'ils ne seront pas tout de suite opérationnels.
Donc il y a effectivement une réflexion à mener sur quelle est l'évolution du métier, quelles sont les évolutions, quelle est l'évolution des métiers de l'horlogerie, et comment les entreprises peuvent accompagner les jeunes, et comment les jeunes peuvent servir les entreprises, parce que ça on a aussi un peu tendance à l'oublier. On a un jeune d'à côté qui fait une formation avec ses rêves, mais il est parfois totalement décalé de la réalité du monde professionnel, quoi. Donc effectivement, je pense qu'il est urgent de créer des passerelles, qu'on arrive à former des jeunes qui puissent être la force vive de l'entreprise demain, quoi. Prenons un peu de recul. Le temps, ça touche toutes les couches, tous les métiers, tous les pans de la vie. Ça touche le temps personnel, ça touche la vie personnelle, ça touche la vie professionnelle, ça touche les transports, ça touche tous les... Et là, on s'aperçoit que ces mondes ne se parlent pas. Et que quelque part, on a besoin d'une maison commune dans laquelle les gens commencent à échanger et à se rendre compte que finalement on est dans un monde de dingue, on l'entend complètement, très souvent, qu'on n'a pas le temps, mais qu'en fait, c'est dû à quoi? On a eu une discussion quand on a construit le projet, et on a eu une discussion avec des gens d'Orange. Et j'ai eu une réflexion qui était extrêmement intéressante, qui a été de la part de Orange, qui nous dit finalement, nous on diffuse du temps, on diffuse le temps, mais en fait on vient capter le temps. Parce que finalement, on vient vous prendre du temps. Et vous avez des voleurs de temps. Voleurs de temps, c'est par exemple Facebook, qui vous prend du temps. Vous voulez vous connecter pour prendre un billet d'avion. Vous passez plus de temps à vous connecter, à retrouver tous les papiers qu'il vous faut, que de prendre le billet lui-même. Donc vous avez des temps morts dans la société. Et ces temps morts, et quelque part, avec le web c'est instantané, c'est très rapide. Mais vous regardez les critères. Je pars au Sénégal demain, il a fallu que je me fasse faire un test PCR. Je fais un test PCR, c'est facile de rentrer sur le site. Mais après, tous les papiers que l'on m'a demandé, que l'on m'a redemandé d'ailleurs quand j'ai fait le test, ça a été extrêmement long. J'ai bien mis un quart d'heure avant de trouver tous les documents pour pouvoir réellement faire la demande de test et prendre le rendez-vous. Donc on voit qu'on a des temps morts et que ces temps morts, ils vont nous manger la vie. Et que je disais que Facebook, Amazon, au-delà c'est des mangeurs de temps, parce que c'est des voleurs de temps, parce que finalement, qu'est-ce qu'on fait? On cherche à vous capter votre attention pour rester le plus longtemps possible pour ingurgiter des publicités, etc. Donc on a un panel le temps touche énormément de choses de la vie, et on a besoin de trouver, à un moment donné, une maison commune qui nous permette d'échanger autour de ça, et aussi de créer des fertilisations croisées. C'est vrai que quand on parle du temps, c'est aussi le temps d'une filière. Et l'organisation de la filière, c'est quelque chose de fondamental. Philippe Badarou parlait des fabricants de montres, mais il y a en amont les fabricants de composants, les fabricants de montres, les distributeurs, et comment organiser les cycles de mode, les cycles de production par rapport à tout cela. Et c'est vrai que la Fondation du Temps pourrait peut-être apporter un éclairage sur le mode d'organisation du travail, le mode d'organisation de la saisonnalité des produits. Cette Fondation du Temps est quelque chose de particulièrement majeur dans notre filière, parce qu'une filière, effectivement, on a l'amont, l'aval, on peut même intégrer, si on veut, le consommateur en bout de ligne, mais qu'est-ce qui la rassemble? Enfin, où est-ce qu'elle peut se rencontrer? J'aime beaucoup votre terme de fertilisation croisée, parce qu'en fait, l'enjeu, c'est celui-là, c'est comment on arrive à croiser, comment on arrive à mutualiser différents métiers. Je vois déjà, moi, la difficulté que j'ai à faire rencontrer parfois les détaillants, donc les distributeurs, avec les marques hors cadre de négociation, de commandes, etc. Mais il y a tout plein d'acteurs, on le voit avec la technologie aujourd'hui, qui peuvent faire vraiment progresser nos métiers. Et je trouve que c'est une initiative fabuleuse d'avoir créé cette Fondation du Temps. Qui n'est pas encore créée, qui va être mise sur les rails. Elle va l'être, c'est évident. Mais on cherche des sponsors. en tout cas,
fondamentalement, même pour la transformation en fait, de la filière, parce qu'on le voit, le monde se transforme, on doit se transformer avec, et ça ne pourrait être qu'en mutualisant, en agissant de manière totalement transversale. C'est du boulot, parce qu'au milieu de tout ça, certes, il y a le temps, mais il y a l'humain. Et l'humain, pour le sortir parfois de sa zone de confort, pour arriver à faire croiser justement toutes ces synergies, ça n'est pas simple. Mais ça, c'est notre rôle en tant qu'entreprise, organisation, d'arriver à le faire, et donc de tirer le meilleur parti de tout ça. Donc en tout cas, bravo pour l'initiative, et on est à 100% derrière vous. Merci. Nous arrivons en fin de parcours. Est-ce qu'il y a des questions dans l'assistance? La France n'est pas un très grand pays, mais il y a quand même une certaine longitude entre Brest, par exemple, et Strasbourg. Est-ce que vous tenez compte de cette différence de longitude entre les deux villes pour allumer vos lampadaires? D'accord. Bien sûr. Oui, bien sûr. Et juste une réflexion, vous la méditerez, mais la nuit, elle se déplace d'est en ouest à 1600 km/h. Il faut en tenir compte. J'ai une autre question. Et l'autre question, c'était au sujet des horloges atomiques. Elle est peut-être pour Monsieur Théo. Donc, on dit que les horloges atomiques sont un petit peu les horloges de référence sur leur fiabilité et leur précision. Et peut-être que ce sont même les horloges étalons. Enfin, j'ai peut-être lu ça quelque part. Mais je me demande, parce que le temps se dilate ou se rétracte en fonction d'eux, en fonction notamment de la gravitation. Et on sait tous très bien que les horloges atomiques, en fonction de leur altitude, même variable de 1 mètre, elles se désynchronisent. Alors comment fait-on de cette horloge le maître étalon du temps alors qu'elle se désynchronise si facilement? Ça, c'est ma question. Ma petite réflexion, c'est les 6 membres du panel formidable. Vous avez tous parlé du temps, vous avez tous parlé des horloges, mais paradoxalement, vous n'avez pas parlé de la durée, et c'est pourtant ce que vous mesurez avec vos horloges. Alors, je ne suis pas astrophysicien. Néanmoins, avec mes connaissances, je vais répondre et tenter de répondre à votre question. Concernant les horloges atomiques, ce qu'il faut savoir déjà, c'est qu'on a en France vraiment la chance d'avoir une compétence extraordinaire. Il y a même des représentants ici du CIRT, donc de l'Observatoire de Paris. Il faut savoir que l'heure précise, l'UTC, qui est en fait l'United Coordinated Time, qui est l'heure légale mondiale, il y a plusieurs laboratoires et plusieurs observatoires, donc plusieurs horloges atomiques qui y contribuent. Nous ne sommes pas les seuls, mais on peut être fiers, on peut faire cocorico quand même, parce que à peu près à hauteur de 40%, parce que nos horloges atomiques de l'Observatoire de Paris, alors je dis nos, hein, mais ce sont, pardon donc à, comment dirais-je, à Yann qui est dans la salle, éminent représentant du CIRT, nos horloges atomiques en France sont effectivement parmi celles les plus précises. Et là, on est à 10-18 secondes, c'est-à-dire que la dérive en un an, 10-18 secondes, il faudrait l'âge de l'univers pour qu'on atteigne une dérive de 1 seconde. Vous voyez, comme l'émetteur ALS 162, l'émetteur d'Aloui, ou d'autres technologies qui vont apporter cet étalon pour resynchroniser les systèmes. Il y a eu un différend avec un pays, je crois que c'était la Hongrie, sur la fourniture d'énergie. Et en fait, ces gens-là ont eu la riche idée de désynchroniser le 50 Hz et de le ralentir, je crois. Et ce qui fait que pour synchroniser les réseaux, tout le monde a été obligé de s'y mettre, de se mettre à leur fréquence. Et vous avez vu tous les fours ménagers dériver de façon considérable. Mais on est passé de 50 à 49, quelques dixièmes de Hertz. Mais tout ça cumulé dans le temps a fait que les fours ménagers se sont désynchronisés. Voilà. Et donc on voit que quelque part, il y a une notion de dérive lente qui peut être extrêmement pernicieuse. On parlait de durée. De toute façon, la durée, c'est la différence de 2 temps, de 2 instants. Donc on a besoin en ayant les 2 instants, on est capable de calculer des durées. Mais en plus, on s'aperçoit que et on parlait de l'heurage. Aujourd'hui, je disais que le temps impacte la quasi-totalité des phénomènes de la vie. Imaginez qu'on fasse réduire, simplement, on leurre le temps, mais très lentement.
Si je vous dis que demain, qu'aujourd'hui on est en février, vous n'allez pas me croire, c'est facile. Mais si on déplace l'heure de quelques millisecondes et qu'on le fait très progressivement, on va avoir de vrais problèmes. Et on risque d'avoir, et d'en parler de cybersécurité, c'est des sujets de traçabilité, de certification, etc., de redondance hétérogène. Le fait d'avoir un émetteur d'ALUIS, il est évident que l'émetteur d'ALUIS a un gros avantage, c'est que c'est un seul émetteur et il peut faire pulser la France entière, et donc synchronisé. C'est synchronisé, il y a un seul émetteur, c'est très facile. Maintenant, il est vulnérable. Si on envoie un missile sur l'émetteur, il n'y a plus d'émissions. Donc il faut avoir d'autres sources. Et c'est la redondance hétérogène qui va faire qu'on va pouvoir s'assurer d'une indépendance temporelle qui est très critique et qui sera d'autant plus critique qu'on va chercher à réduire les latences. C'est ce qu'on fait aujourd'hui, c'est que quand on a deux TGV qui sont synchronisés et qui se suivent à 280 km/h l'un derrière l'autre avec 1 km et quelques d'intervalle, on a intérêt à ce qu'ils soient bien synchronisés. Je remercie les intervenants pour cette table ronde. Je remercie aussi les participants et je vous souhaite une bonne soirée.